Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission. Ce soir, nous allons vous parler de bâtiments exemplaires, des habitations qui sont censées être des sources d'inspiration, des modèles qui préfigurent l'habitat de demain. Et ne croyez pas que cela se limite à des immeubles dont l'efficacité énergétique est optimale. On n'en est plus du tout là aujourd'hui. Il y a beaucoup de critères qui sont pris en compte. On va s'en rendre compte pendant cette émission. Alors, des projets qui font l'objet depuis plusieurs années déjà d'un concours initié par la région bruxelloise. Nous avons rassemblé sur ce plateau plusieurs lauréats. Mais d'abord, on essaie de répondre à cette question. Un bâtiment exemplaire, c'est quoi? Christophe Bastien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur de ce projet Bi-Exemplary pour Urban Brussels. C'est quoi un bâtiment exemplaire? À quels critères doit-il correspondre? Eh bien, donc, Bi-Exemplary, c'est un programme qui vise à promouvoir et à stimuler le développement urbain de qualité. Et donc, ce n'est pas un concours d'architecture, parce qu'aujourd'hui, un bâtiment exemplaire, c'est quelque chose qui a une réflexion globale autour de 4 défis, comme par exemple l'architecture, le social, l'environnement et l'économie circulaire. Ouais, et donc ceux qui pensent que finalement ce n'est qu'une question d'efficacité énergétique, c'est dépassé ça aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est ça que quand on a créé Bi-Exemplary 2019 était la 4e édition. Et donc la première édition a eu lieu en 2016 et c'est là qu'à l'issue d'un programme qui existait, on a voulu rajouter, en fait, on s'est rendu compte que le défi environnement c'était bien, l'économie circulaire aussi, mais il fallait être beaucoup plus global et rajouter quelque part les défis sociaux et aussi l'architecture. Oui, alors on va voir en quoi ça consiste plus précisément dans le courant de cette émission, mais on va tout de suite découvrir un premier projet, c'est le vôtre, Guillaume Socal, bonsoir. Alors le vôtre, c'est le seul qui est terminé pour les particuliers, en tout cas c'est le seul projet Bi-Exemplary qui est presque terminé, mais on va voir tout de suite des images et on va voir que c'est effectivement quasi terminé, on va dire ça comme ça. Voilà, on est donc dans un immeuble de l'avenue Jaspard, quasiment à la sortie de la station métro Hôtel des Monnaies, et c'est difficile de voir en imaginant, en voyant ces images, de savoir que c'était des chambres de bonne dont vous avez fait cet espace très lumineux. Ça paraît vraiment une métamorphose totale. Hein. Oui. Oui, donc on a vraiment eu l'occasion de racheter ces chambres de bonne et de pouvoir justement construire, reconstruire, rehausser le bâtiment. Et nous, on avait identifié un potentiel. Au début, on ne savait pas exactement comment est-ce qu'on allait. Enfin, c'est pas en voyant les chambres de bonne qu'on imagine ça. C'est du travail aussi de le redessiner par la suite. Mais oui, c'est en identifiant ce potentiel qu'on s'est dit, allons-y, essayons de faire ça. Alors on a vu ces espaces très dégagés, pas de structure porteuse, un dégagement, aussi des matériaux de réemploi. On voit aussi la lumière qui rentre de manière très très importante dans votre appartement. En quoi est-il exemplaire selon vous? Déjà, c'est une opération où on densifie la ville. Donc on est quand même déjà dans un milieu qui est déjà assez dense et on crée un logement en plus dans la ville. Et ce logement, on peut encore en faire tout ce qu'on veut après parce que justement, comme vous disiez qu'il n'y a pas de structure porteuse, il y en a une, mais elle est la moins envahissante possible. Si on veut transformer l'espace, ce n'est pas quelque chose qui est contraignant puisque ça porte directement d'un mitoyen à l'autre. Et pour vous, c'est ça un logement de demain, c'est qu'il soit facilement adaptable à plusieurs usages? Voilà, et je pense que la ville de demain aussi doit être assez dense pour pouvoir éviter l'étalement urbain et des investissements dans des services publics plus efficaces puisque tout est moins étalé et plus concentré. Alors Alizée d'Assonville, bonsoir. Vous êtes lauréate de cette année, donc on va voir aussi des images. Là, le projet, forcément, il n'est pas réalisé, mais on va voir la transformation que vous voulez faire. On va partir, c'est une petite maison ouvrière de la chaussée d'Alzenberg. On la voit là telle qu'elle existe aujourd'hui, et puis on va découvrir ce qu'elle va devenir. Donc on est vraiment dans une toute petite maison des années 30, et au départ, vous espériez la rénover, cette maison, ou l'agrandir. Oui, à force de chercher, on a effectivement trouvé cette toute petite maison qui affiche un potentiel d'agrandissement évident puisqu'elle est prise en dents creuses entre deux immeubles plus élevés et plus profonds.
Ce qui nous a plu, c'est pas tellement la petite maison parce que la valeur architecturale est quasiment inexistante, mais c'est vraiment son implantation encore en pleine ville et le fait qu'elle dispose d'un grand jardin pour une maison de ville. Et là, on voit ce qu'elle deviendra dans le futur. Ça veut dire qu'elle va disparaître. Au départ, vous espériez la garder, mais finalement, ça s'est révélé... On espérait la garder, mais effectivement, le cheminement assez vite nous a fait prendre conscience de toutes les contraintes techniques et du fait que finalement, vu le peu de valeur architecturale et patrimoniale qu'elle présente et de ses contraintes techniques, on s'est assez vite dit que c'était absurde de vouloir à tout prix la conserver, alors qu'on pouvait, en la démolissant, ou plutôt en la déconstruisant, puisque c'est tout l'enjeu. Alors justement, ça, on parle d'économie circulaire, c'est important. Vous ne dites pas démolir la maison, vous dites déconstruire. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'effectivement, on ne vient pas juste en une journée tout mettre à terre, mais on regarde tous les matériaux. Donc on a établi un inventaire pré-démolition qui liste tous les matériaux présents dans la maison, leur quantité, leur état. On voit lesquels peuvent être réutilisés, soit dans le projet de maison, ou pour nous, ce sera plutôt dans les aménagements extérieurs, donc aménagement de jardin, potager. Et ceux qui ne peuvent pas être réutilisés en l'état, de veiller à ce que la démolition, la déconstruction soit soignée avec un tri sélectif pour pouvoir recycler les matériaux. Alors, on va changer lieu de Bruxelles pour vous montrer le troisième projet. C'est le vôtre, Christophe Denis. C'est un projet qui s'appelle l'ambassade. On est dans une ancienne ambassade. C'est l'ambassade d'Espagne, près de la cage aux ours. C'est un projet que les futurs habitants portent depuis plusieurs années. On en est au stade de la démolition pour l'instant et nous sommes allés y jeter un œil. C'est un bâtiment exemplaire par beaucoup d'aspects. Donc comme vous le voyez ici, on maintient les bâtiments existants, c'est une première chose. Je crois qu'à Bruxelles, on peut quand même dire que souvent, malheureusement, ce n'est pas le cas. On essaye de densifier. Ici, on a plutôt voulu dédensifier. Donc comment, déjà, on garde la volumétrie existante. On l'a même diminuée puisqu'il y a un bâtiment à l'arrière ici qui a été supprimé. On rajoute de l'espace vert. Donc toutes les dalles ici qui sont au sol, que vous voyez, vont devenir des espaces verts et perméables. On aura l'atelier vélo en commun, on aura la buanderie en commun, on aura une salle commune avec une bibliothèque et l'envie de faire des choses avec la volonté aussi qui était très marquée dans le groupe d'accueillir des personnes qui ne peuvent pas se payer un logement. Donc il y aura 2 logements à vocation sociale, donc AIS dans le projet. On a toutes des choses qu'on possède, mais en fait on n'en a pas besoin ou pas besoin autant. Donc tout ce qu'on peut mettre en commun, c'est gagné. J'ai pas besoin d'avoir chez moi une chambre d'amis, mais par contre j'ai besoin 3 week-ends par an d'avoir une chambre d'amis. Donc si je peux avoir une chambre d'amis en commun avec mes voisins, ça répond à mon besoin, je partage quelque chose. Donc on va recréer cette communauté pour mettre en commun des choses et puis pour le bonheur aussi d'habiter ensemble avec cet équilibre entre chacun chez soi, mais en même temps avec le commun. Voilà donc l'importance de ce projet social. On le voit très très bien dans ces interviews. L'exemplarité, j'ai l'impression qu'avant tout, ce qui est prépondérant, c'est l'expérience sociale qui va être menée dans ces lieux. Ben oui, la spécificité d'un projet comme ça, elle tient essentiellement dans le processus. Et le processus, il va effectivement se dérouler durant 3, maximum 4 ans. Il commence dans quelque chose qui est quand même assez remarquable et très difficile à réaliser. C'est l'acquisition collective d'un bien qui est en vente. Alors ici, en plus, c'était un bien qui était en vente publique. Donc, le marché de l'immobilier, de façon générale... est plutôt tendu, on va dire ça comme ça. Plutôt tendu, j'allais dire nerveux, mais c'est exactement ça. Et donc il a fallu aller très très vite. Et puis finalement, on voit bien qu'il y a tout un projet qui s'est construit, parce que là, ils se sont retrouvés en été pour eux-mêmes, enlever certains carrelages, ils ont fait des chantiers en commun. On sent que le projet a mûri au fur et à mesure.
Ce qui fait le propre d'un projet d'habitat groupé, c'est que les gens choisissent non seulement un projet de logement pour eux-mêmes, mais avant tout une volonté de vivre les choses différemment et d'accompagner un changement de paradigme, notamment dans le fait qu'ils veulent retrouver une façon de vivre, du lien, que ce soit entre eux ou avec le quartier et la ville, qui est tout à fait différent. Et l'avantage de faire un projet comme celui-là ensemble, c'est qu'on va pouvoir expérimenter pendant les 2-3 ans du projet, dans toutes les décisions qu'il faudra prendre en commun, décider des plans, mais décider de s'organiser, notamment pour aussi mettre en place une politique de gestion des matériaux, d'économie circulaire, comme on l'a vu dans l'autre projet. Mais c'est une façon d'expérimenter le mode de décision commune qui sera, une fois qu'ils seront habitants des lieux, mais qui facilitera en fait la vie en commun. Oui. Alors Christophe Bastien, l'expérimentation, c'est important. Quand on lit le cahier des charges du concours, vous demandez d'expérimenter, d'être ambitieux, de dépasser les standards, de sortir de l'habitude, d'innover. Est-ce que c'est simple tout ça ? C'est pas toujours très simple. Bon, en fait, c'est clair que c'est le but de Bi-Exemplari, donc qui est quelque part, pour rappel, une initiative du gouvernement, donc qui en a confié la gestion à Urban Brussels. C'est d'expérimenter et d'arriver à des situations reproductibles pour montrer que ça fonctionne. Donc, être innovant par définition, forcément, au départ, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, c'est ça qu'on demande de faire des recherches sur les 4 thématiques. Donc, l'architecture, le social, donc comme par exemple l'ambassade. Ouais, mais on voit par exemple pour le volet social, dans certains projets, il est beaucoup moins important. C'est le cas du vôtre, Alizé, où c'est plus compliqué finalement, dans une maison particulière, d'introduire un volet social. Oui, par définition, une maison unifamiliale va être intime et tournée sur elle-même. Maintenant, quand on se met dans cette logique Bi-Exemplari et qu'on se force un peu à entrer dans ce cadre et à pousser la réflexion plus loin, on se rend compte qu'on peut quand même répondre, peut-être pas de manière dingue, mais en tout cas par plein de petits gestes. Et ça passe par quoi, par exemple, pour votre maison ? Et alors, pour nous, par exemple, ça passe aussi bien par l'architecture. Donc, on a notamment un grand châssis au rez-de-chaussée qui donne sur la chaussée, pour éclairer naturellement l'intérieur du logement. Au lieu d'aller mettre un rideau qui serait fermé tout le temps, on a décidé de mettre cette vitrine, entre guillemets, à disposition d'artistes pour amener un peu la culture à disposition des passants. Donc ça, c'est un petit geste. Ça va être le fait de promouvoir une économie locale, donc des matériaux, enfin une structure qui est produite en Belgique, des châssis produits en Belgique, des matériaux de toiture et de parements de façade produits à 30 km du chantier. Ça va être avoir recours à des entreprises d'économie sociale, donc de réinsertion sociale pour certains travaux. Donc c'est vraiment une accumulation de plein de petits gestes qui font qu'on apporte notre Et dans la mise en œuvre, quand on vous demande tous ces critères, innover, pousser le curseur le plus loin possible, est-ce que ça vous pousse vraiment à dépasser finalement les attentes que vous avez au départ ? En tout cas, ça pousse à réfléchir à chaque chose, à chaque acte qu'on pose et chaque dessin qu'on fait, chaque prescription qu'on fait en tant qu'architecte, à essayer de se dire ok, mais ça c'est ce qu'on fait d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut mieux faire que ça ? Oui, et dans votre projet, par exemple, qu'est-ce que ça a changé ? Par exemple, pour la façade arrière, on l'a dit, on a utilisé du marbre qui vient de la gare du Nord. Et probablement que si on n'avait pas été dans cette démarche Bi-Exemplari, on n'aurait pas spécialement cherché des matériaux de réemploi et on n'aurait peut-être pas osé franchir le pas. Ici, en tout cas, ça a été un peu un pari. Quand on l'a acheté, on ne savait pas comment est-ce qu'on allait le mettre en œuvre. Et justement, dans cette mise en œuvre, forcément, à un certain moment, on a besoin d'entrepreneurs, de gens qui viennent faire les travaux. Est-ce que ce surplus d'exigences, c'est une difficulté supplémentaire pour faire aboutir le projet ? Un projet, c'est toujours quelque chose à faire aboutir. C'est ce que tous les architectes disent. Mais là, il y a des difficultés en plus. Et on sait que parfois, les entrepreneurs, ils fonctionnent sur des standards. Oui, alors ici, dans ce cadre-ci, clairement, on n'a pas pu faire... De toute façon, on ne pouvait pas faire du traditionnel parce qu'on ne trouvait pas d'entrepreneurs qui voulaient... construire ce projet qui a une situation compliquée. Donc effectivement, on est passé en préfabrication bois, ce qui a un intérêt écologique parce que le bois stocke du carbone. Mais ça a été tout un passage compliqué où on a dû travailler avec l'entrepreneur pour arriver à faire ça. Ouais. Et avec les autorités, Christophe Denis, comment ça se passe ? Moi, en discutant avec certains des futurs habitants de l'ambassade, certains m'ont dit on manque d'outils qui rendent ces projets plus facilement réalisables. Qu'est-ce qu'il vous a manqué ?
une compréhension à un certain moment? Effectivement, donc il faut savoir que le temps, vous l'avez dit, le temps est source de frustration dans un projet comme ça, comme dans tous les projets, mais c'est un projet qui est plus complexe qu'un autre. Vous avez dit, on vise à l'exemplarité des bâtiments. Alors c'est pas Be-Exemplary qui pousse à l'exemplarité. Dans notre cas, c'est vraiment le groupe des candidats qui a voulu faire un bâtiment extrêmement exemplaire, mais donc qui dit exemplaire dit aussi à un moment donné, vous l'avez dit, innovant. Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est un peu un prototype aussi. Alors chaque bâtiment... Et ça, c'était mal compris à un certain moment par les autorités communales, par exemple ou Non, là je parlais plutôt de la question du délai, la façon dont le délai peut être ressenti par rapport aux clients qui ne se rendent pas toujours compte, bien que je pense qu'ils en sont conscients, mais que c'est un vrai défi et qu'on invente avec eux quelque chose d'innovant. Mais pour répondre à votre question sur les autorités, je pense qu'il y a différents éléments sur lesquels on pourrait à l'avenir avoir davantage d'aide. Une question est liée au délai. Il faut savoir qu'en région bruxelloise, les délais quand même pour l'octroi du permis sont extrêmement longs. Donc ici, on parle de pratiquement 1 an et demi pour l'octroi du permis. Donc forcément, par rapport aux espoirs et aux attentes, ça rallonge. Il y a d'autres aspects que la durée, et notamment la façon de considérer ce qu'on peut appeler la densité, c'est-à-dire le nombre de logements sur un site, mais qui a rapport avec, par exemple, la taille des logements. Et parfois, les petits logements sont assez mal considérés parce qu'on est sur un réflexe de la promotion immobilière qui veut souvent faire le plus possible de petits logements parce qu'ils sont le plus rentables. Or, dans un projet comme le nôtre, où on est dans un projet intergénérationnel, le besoin en petits logements, il est criant et il résulte du groupe qu'on a constitué sur le projet. Oui, et vous m'avez dit également qu'il avait fallu convaincre les autorités qu'il ne fallait pas 17 emplacements de voitures pour 17 appartements et que ça n'a pas toujours été simple. Voilà, c'est la question aussi. Le deuxième point, c'est qu'on a dû se battre au niveau de la mobilité par rapport à une règle qui est encore, alors qui est peut-être, on espère, en train de changer à Bruxelles, mais qui pour le moment est toujours de 1 emplacement par logement. Et je dois dire qu'il y a eu quelques frayeurs, quelques sueurs froides quand on a eu un premier refus de permis, avant d'avoir obtenu un accord par après, mais qu'on nous impose ce quota. Alors même que ce groupe a une politique de mobilité tout à fait exemplaire. Ils ont fait une étude de mobilité qui démontrait qu'avec 5 véhicules maximum, dont la plupart partagés, 17 familles pouvaient fonctionner en termes de mobilité. Donc avant de faire comprendre ça à une autorité, c'est pas évident, parce que l'autorité considère qu'il n'y a pas de règles spécifiques pour un groupe, mais qu'elle considère le bâtiment. Et c'est pour ça que nous pensons que des nouveaux modes de structure juridique, comme par exemple ce qu'on essaie de pousser, des fondations, un habitat groupé en Community Land Trust pourrait pérenniser le projet et peut-être pousser des autorités à convenir de règles particulières. Alors par rapport à ça, la difficulté de compréhension entre une volonté régionale et parfois une autorité communale qui n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. C'est le problème de l'administration où en fait il y a des aspects juridiques et réglementaires qu'on ne peut pas y déroger comme ça. Donc c'est vrai que justement, et surtout pour quelque part Be-Exemplary où on demande d'être innovant, on arrive avec des solutions auxquelles on n'a pas prévu. On ne sait pas trop ce qu'on peut faire avec les réglementations en vigueur. Donc c'est vrai qu'il faut une certaine souplesse qu'on ne sait pas toujours avoir. Donc c'est un peu effectivement problématique. Surtout que quelque part Be-Exemplary s'adresse aussi à des projets qui sont au stade de l'étude et pas encore au stade du permis. Donc on ne sait pas tout analyser. Et donc on peut quelque part faire évoluer le projet, mais c'est pas évident. Maintenant, pour revenir sur les délais, que je me permettais juste de compléter, c'est il y a eu des décisions du gouvernement effectivement ou Urban Brussels, qui est l'administration du développement territorial de la région de Bruxelles-Capitale, a eu un accord pour avoir du renfort. Et on va essayer c'est ce qu'on espère en tout cas, parce que c'est pour tous les projets, pas seulement ceux qui sont exemplaires, c'est pour tous les projets où les délais sont très longs. Alors on a beaucoup parlé de flexibilité du bâtiment. Pour vous, Alizé d'Assonville, dans la mise en œuvre, dans la conception, comment avez-vous fait pour que ce bâtiment finalement soit plus évolutif qu'un bâtiment classique ? Ça passe par une réflexion sur différents thèmes, donc déjà sur l'architecture, dans l'élaboration du plan, donc on a fait en sorte d'avoir un plan très libre, donc avec très peu de contraintes. On a la chance, c'est une contrainte, mais une chance aussi d'avoir une maison très étroite, 4 mètres entre mitoyens, donc il n'y a aucun élément porteur, donc le plan est complètement libre. On a une cage d'escalier qui est relativement centrale, avec des pièces de surface équitable de part et d'autre, donc les fonctions pourront permuter assez facilement. Les gaines techniques sont très rationnelles, donc elles parcourent vraiment la maison de haut en bas et elles seront elles aussi accessibles, donc on peut faire évoluer les techniques. La ventilation passera de manière apparente, donc les usages pourront évoluer, les techniques resteront apparentes, les cloisons pourront être modifiées sans problème. La structure de la maison aussi, donc son enveloppe a été pensée de manière à ce que, s'il y a un souci, si un des matériaux doit être rénové, remplacé, on n'a pas besoin de changer toute l'enveloppe, donc c'est vraiment construit par couche
démontables les unes indépendamment des autres. Mais c'est un peu le même système chez vous, hein, que ce soit effectivement facilement transformable, quoi. Oui, on a un peu les mêmes soucis à des échelles différentes, mais c'est effectivement ce qu'on a commencé à faire, enfin qu'on a fait aussi, avoir des réserves techniques qui permettent de modifier l'usage qu'on peut faire des espaces, c'était un souci, ou qu'on puisse démonter, qu'on puisse retirer une plaque de finition facilement pour aller chipoter derrière dans l'espace technique et la remettre après. Allez, on va présenter maintenant, si vous le voulez bien, un dernier projet. C'est une ancienne école à Anderlecht, c'est un lauréat de cette année, et cette école va être transformée en logement. On voit ça tout de suite. Ils sont jeunes propriétaires et encore un peu hésitants avant d'entrer dans leur futur chez eux. Ce groupe de 10 amis vient d'investir dans l'immobilier avec en tête la création d'un habitat groupé. Pour les appartements qualitatifs, c'est vraiment des bâtiments très très bien parce qu'on ne doit pas changer trop de choses. Les niveaux sont déjà assez grands. Avec une superficie d'un peu moins de 2000 m², cet ancien monastère, devenu une école secondaire, se prêtait parfaitement au projet de ces jeunes. Créer 7 appartements qui répondent à leurs besoins. On voulait bien rénover, on ne voulait pas faire quelque chose de tout nouveau, mais vraiment garder le caractère de Bruxelles. À côté de ça, il y a aussi l'aspect écologie. Si c'est possible financièrement, bien sûr, vous bien garder beaucoup des éléments qui sont déjà ici, mais aussi penser pour des éléments qui ne sont pas polluants, des matériaux, la ventilation et tous les trucs comme ça qu'on pense vraiment à la future. Le projet se veut ambitieux et participatif, des qualités qui ont retenu l'attention du jury de Bi-Exemplari, qui vise à promouvoir l'architecture et l'urbanisme de qualité à Bruxelles. Alors une question, est-ce que cette architecture exemplaire coûte plus cher? Votre réponse, Alizée? Si on regarde sur le court terme, sur l'investissement à sortir dans l'immédiat, oui. Je pense que c'est sûr que ça coûte plus cher. Maintenant, je crois que c'est un investissement qui est compensé sur le long terme. Bon, déjà en termes de confort, de bien-être, de qualité de l'habitat, en termes de plus-value, en termes d'économie d'énergie. Donc je pense que sur le long terme, on s'y retrouve. Maintenant, c'est clair qu'un subside comme celui de Bi-Exemplari permet... Ça met un peu de beurre dans les épinards, mais est-ce que ça finance le surcoût pour vous? Si surcoût il y a eu, hein, Guillaume? Ça permet de faire certaines choses qu'on n'aurait probablement pas choisi de faire. Par exemple, nous, on a pu mettre des protections solaires extérieures, ce qui coûte normalement assez cher. Et ici, on a pu se le permettre grâce à Bi-Exemplari. Mais c'est vrai que, comme disait Alizée, c'est des investissements qui se rattrapent. Hein. Moi, aujourd'hui, il faisait 4 degrés, mais je n'ai pas chauffé, et il fait 21 degrés sans que je chauffe. Donc, c'est quand même aussi des avantages certains. Alors pour vous, Christophe Denis, c'est ce qu'on dit généralement, hein, que l'habitat groupé demandant plus d'investissement en temps et donc les délais étant plus longs, ça rend le bien, au bout du compte, plus cher qu'un bien classique. Alors non, je pense que ça ne rend certainement pas le bien plus cher. Si on regarde quelqu'un qui finalement achète parfois un petit logement de 40 mètres carrés, mais qui peut avoir un grand jardin de 300 mètres carrés, qui peut avoir une grande buanderie, un atelier, une bibliothèque, une salle pour inviter ses amis pour faire son anniversaire. Pour avoir tout ça dans un logement, évidemment, ça coûterait beaucoup plus cher que si on mettait en commun. Donc ça, c'est une évidence. Par ailleurs, par exemple, dans le cas de l'ambassade, ils ont quand même pu, par tout à fait la spécificité de leur offre commune, acheter le bâtiment à un prix très intéressant. Maintenant, à contrario, croire que l'habitat groupé, par cette mise en commun, va être moins cher, c'est probablement un mauvais calcul. En tout cas, nous, on décourage les gens à rentrer dans un processus qui demande un tel engagement uniquement dans l'objectif de pouvoir acquérir un logement moins cher. Mais globalement, je pense, par rapport à tout ce qu'on peut partager autour de son projet de logement, c'est quand même très intéressant financièrement. Alors une dernière question, Christophe Bastien. On a vu ici des projets particuliers. Il y a aussi des très gros projets qui sont retenus par le jury. Est-ce qu'à l'avenir, il va y avoir plus finalement de projets petits récompensés ?
Mais en fait, Bi-Exemplari 2019 était la 4e édition et on s'est rendu compte qu'après finalement les 2 premières éditions, les gens pensaient oui, Bi-Exemplari c'est essentiellement pour le public. Mais ce n'était pas du tout la volonté du gouvernement. La volonté du gouvernement, c'était de promouvoir et stimuler la rénovation du parc immobilier bruxellois aux mains des petits propriétaires privés. Donc en fait, en 2018, on a boosté la catégorie petits propriétaires, petits projets, ce qui a fonctionné plutôt pas mal. Et on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas là, on n'avait pas touché les grands propriétaires privés. Et donc, en 2019, on a cette fois-ci créé. Et donc, pour l'avenir, parce qu'on doit clôturer cette émission, est-ce que le but est effectivement de promouvoir un maximum la rénovation des propriétaires, des petits projets privés. Merci en tout cas d'avoir partagé vos expériences et puis bon vent pour la suite, parce que pour vous, l'aventure commence. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.